Bonjour, je vous propose aujourd'hui le résumé d'un livre de Fabien Lebrun, On achève bien les enfants, écran et barbarie numérique. Je vous invite bien sûr à le lire en entier pour être parfaitement informé. Et je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'auteur, que je ne connais absolument pas, mais c'est pour moi un livre d'une importance capitale, parfaitement en lien avec le sujet initial des bulles d'éveil. Nous sommes en présence d'un scandale et d'une urgence sanitaire immense, qui est certainement la base de tout ce que nous avons vécu ces 3 dernières années et qui se poursuit aujourd'hui. Le titre du premier chapitre est évocateur. Écran global, pensée globale. Nous avons observé ces 3 dernières années l'acceptation d'une pensée unique, une incapacité à réfléchir par soi-même et à mettre en place son esprit critique. Voici comment l'écran a participé à cette modification de l'humain. Dans la première partie de l'ouvrage, l'auteur nous propose de découvrir la destruction des enfants via l'objet écran. Il interroge « Demain, tous crétins ?» Un déclin intellectuel est en cours et il correspond à l'augmentation du temps d'écran de nos enfants ces 20 dernières années. 75% des bébés de 6 mois à 36 mois manipulent tous les jours des écrans tactiles. 92% après 2 ans. Conséquence : retard, troubles du langage, de la relation, de la communication ne font qu'augmenter. Moins autonome, moins persévérant. Plus l'enfant est jeune, plus c'est destructeur. À 2 ans, 3 heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, 4h45. Entre 13 et 18 ans, 6h45 heures d'écran par jour. Soit 1000 heures par an pour les plus petits. C'est plus que le volume de temps scolaire d'une année. 1700 heures pour les écoliers du cours moyen. 2400 heures pour les lycéens, soit 40% du temps quotidien de veille. 80% ne l'utilisent jamais pour une œuvre créative, seulement pour du divertissement. Malgré l'énorme investissement en écran dans l'éducation, les études PISA de l'OCDE ne montrent aucun progrès et sont même moins bons là où les écrans sont omniprésents. Une étude sur 4500 enfants de 8 à 11 ans, passant en moyenne 3h30 devant un écran, montre que le sommeil et les capacités intellectuelles sont clairement altérées. Bruno Patino évoque la civilisation du poisson rouge avec une capacité de concentration de 9 secondes. Les bébés qui vivent dans un foyer où la télé est allumée en fond plusieurs heures par jour ont un risque élevé d'autisme, de troubles du comportement, troubles du langage, difficultés scolaires, intolérance à la frustration. La pédopsychiatre Anne-Lise Ducanda observe un triplement des consultations. Un enfant sur 20 avec des troubles autistiques. Une explosion de 600% ces 20 dernières années. Comme Spitzer et Demurger, elle évoque une urgence sanitaire, un fléau mondial. Un manque d'interaction entre enfants et parents est constaté, alors que l'interaction est au cœur du développement de l'enfant. Entre 2000 et 2010, le déclin intellectuel ne fait que s'accroître, ainsi que les troubles cognitifs de 24%, les troubles psychiques de 54%, les troubles de la parole et du langage de 94%. Les écrans dévorent la capacité d'attention. C'est une nouvelle addiction. La plupart des utilisateurs, enfants ou adultes, déclarent ressentir un effet de manque. Ils s'attaquent au sommeil. La lumière bleue altère la qualité du sommeil. 74% des 12-14 ans disent se réveiller la nuit pour consulter leur téléphone. 10% mettent une alarme pour consulter leur téléphone. 6% se réveillent pour jouer sur Internet. Conséquences, obésité, dépression, baisse des résultats scolaires. On constate également une absence de vie extérieure, d'activité physique. Le professeur Bellepomme alerte sur le caractère cancérigène des ondes du téléphone. L'OMS confirme ce point. Les tumeurs cérébrales, la maladie d'Alzheimer et les problèmes oculaires sont des conséquences directes de leur utilisation. Et plus l'utilisateur est jeune, plus les risques augmentent. Alors que les jeunes sont hyper connectés, le mal-être pour cause de solitude augmente. 45% des 18-35 ans se sentent seuls. Les relations sociales sont détruites. Fabien Lebrun nous parle maintenant de la destruction des enfants via le contenu écran.
sexualité dévastée et dévastatrice, porno et prostitution généralisée. Le visionnage de porno se fait aujourd'hui vers 10 ans. Certains y sont même confrontés dès 6-7 ans. À 11-12 ans, l'enfant est hypersexualisé. Masturbation en classe, demande de photos nues aux copines, fellation dans les toilettes des collèges, prostitution. Et les directeurs, au courant, préfèrent ne rien dire pour ne pas ternir la réputation de leur établissement. Cela n'a rien à voir avec des problèmes d'argent. Certaines jeunes ados de milieux aisés s'adonnent aux fellations payées dans les toilettes parce qu'elles s'ennuient. Anne-Marie Avouac, réalisatrice du documentaire Pornographie Jeunesse en danger, ne soupçonnait pas l'ampleur des dégâts. Une procureure de Lille et l'association Enfance en danger le confirment. Des milliers de jeunes ados, dès 12 ans, se prostituent au collège ou sur Internet pour un peu d'argent de poche ou pour s'intégrer à un groupe. Vous trouverez de nombreux témoignages du glauque numérique dans le livre. On retrouve bien sûr toute la panoplie de la perte de confiance, l'humiliation, le harcèlement. La cyberviolence est partout. 65% des cyberharcelés pensent au suicide. Les interactions sociales brèves, par SMS, tweets et autres, amènent, selon différentes études, à la superficialité cognitive et morale et l'égocentrisme. Abrutissement, culture de la haine, l'enfant est déshumanisé. On peut parler de perte du réel, avec les selfies ou égo-portraits à tout va, même devant une chambre à gaz. Ces dernières années, 259 personnes sont mortes en prenant un selfie. Le contenu télé est également responsable, notamment avec la télé-réalité abrutissante, immorale, humiliante, qui bafoue et nie l'intimité. Elle n'a pour seul but que d'imprégner dans les cerveaux enfantins les marchandises sponsorisées par la publicité et marteler les normes sociales du capitalisme. Elle fabrique de bons soldats capitalistes. La manipulation et la fourberie sont prônées comme moyen d'arriver à ses fins. 42% des jeunes de 15-24 ans suivent les anges. 61,9% des 4-10 ans suivent Koh-Lanta. Pour Secret Story, c'est 50% des 4-14 ans. Le mal-être psychologique des anciens candidats est fréquent et va jusqu'au suicide. La mort n'échappe pas au tabou transgressé. Fear Factor, télé-réalité qui joue avec la mort. Sur Channel 4, en Angleterre, un animateur joue à la roulette russe et fait exploser son audience. Anatomy for Beginners montre la dissection de cadavres humains à heure de grande écoute le samedi. En France, Harry Roselmack se rend en Suisse où le suicide assisté est autorisé. Il filme une personne s'injectant une dose mortelle de médicaments. D'après Bernard Stiegler, les gens qui font cela sont en train de détruire la société. Ils produisent de l'incontrôlable, des individus désaffectés. Cela ne peut conduire qu'à une hyperviolence. Faut-il laisser la télé exploiter la pulsion comme un automatisme qui conduit au crime ? Aujourd'hui, la capacité à voir des choses abominables est devenue très grande, ce qui veut dire que la sensibilité des gens est devenue de moins en moins grande. Violence médiatique et jeux vidéo. Pour la psychologue Sabine Duflot, la surexposition des enfants à des contenus violents entraîne cauchemars, phobies, modification de l'humeur, stress continu, anxiété généralisée et parfois même hallucinations visuelles. Les dégâts sont immédiats, intenses et peuvent durer longtemps. En 2011, Anders massacre 77 personnes en Norvège après s'être entraîné 1 an sur un jeu vidéo. Suite à cela, les jeux violents sont retirés de la vente en Norvège. Jeux vidéo de guerre, destruction humaine, vénération de la mort, l'enfant gagne des points ou des vies à chaque fois qu'il commet une violence sur autrui. Autrement dit, la violence est valorisée. Cela n'est plus passif. Il devient acteur de la violence. Il entre dans la peau d'un violeur, d'un assassin. Il peut également torturer, arracher des dents, infliger des électrochocs. Tuer égale gagner. Au même titre que le jeu vidéo récompense l'enfant pour ses actions destructrices, l'adulte salarié ou employé gagne des euros ou des dollars en servant des industries et activités destructrices pour l'homme et la nature. L'enfant est prêt à intégrer la société
valorisés et félicités en tant que crapules. Contenant et contenu, une négation constante malgré un consensus académique sur les effets destructeurs convergents. Michel Desmurget déclare « Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable ». Le lien est clair entre l'augmentation du temps d'écran et les retards développementaux. Images télé et jeux vidéo égale comportement violent. Plus de 3500 travaux le prouvent. Les jeux vidéo et la télé agissent sur le psychisme, le sucre sur le corps. Avec toutes ces études, les jeux vidéo violents, la télé-réalité, les réseaux sociaux, les images sadiques et porno devraient être interdites. Même les séries sont créées pour être addictives et nous volent notre capacité d'attention. Pour le psychiatre et neurologue Spitzer, celui qui continue de nier que les technologies numériques sont un problème majeur n'a tout simplement rien lu sur le sujet ou il ment. Les ravages des écrans sont indéniables. Ils font grossir, abrutissent et rendent agressifs. Qui prétend le contraire nie la vérité scientifique. L'industrie du numérique responsable. Leur objectif ? Capter le temps de cerveau humain disponible. En 2018, la maladie trouble du jeu vidéo est officiellement reconnue par l'OMS. Pourquoi est-ce qu'on ne paye pas Google, Facebook, etc. Parce que nous ne sommes pas le client, mais le produit. Les addictologues expliquent aux parents que lorsqu'ils laissent leur enfant utiliser une tablette ou un smartphone, c'est comme s'ils leur donnaient un whisky ou un rail de coke. Les crises de manque sont les mêmes que pour les autres drogues. Ils repoussent leurs repas, leurs douches, deviennent violents ou suicidaires, surtout si on les prive de connexion Internet. Des cures de désintoxication sont proposées aux cyberjunkies. De nombreuses expériences d'imagerie cérébrale montrent un rétrécissement du cortex frontal, des défauts de connexion cérébrale et une altération de la circulation des fluides. Le fonctionnement cérébral est diminué proportionnellement au temps passé devant les écrans. Snapchat capture littéralement les ados. Les concepteurs ont créé de petites récompenses pour stimuler la dopamine. Il en va de même pour tous les réseaux sociaux. Exploiter la fragilité juvénile, créer des applications les plus addictives possibles. Les neurosciences au service de la dépendance. Il faut réprimer les zones du cerveau associées au jugement et à la raison et activer celles de l'envie et du désir, c'est-à-dire stopper le développement intellectuel de toute une classe d'âge. Les plus grandes universités américaines proposent de fait des formations de destruction de l'enfance grâce au Persuasive Technology Lab, l'art de capter l'attention et d'exploiter les fragilités humaines, par exemple avec des recherches sur les peurs et les angoisses juvéniles, et cela donne Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Le scandale est tellement énorme qu'un grand nombre de cadres de l'industrie numérique prennent conscience qu'ils ont escroqué la population mondiale. Ils ont créé d'horribles créatures qu'ils veulent désormais combattre. Roger McNamee, investisseur de Facebook, déclare que ces technologies fragilisent notre démocratie et sont une menace pour la santé publique. Certains ont créé une association, Time Well Spent, temps bien dépensé. L'ancien vice-président de Facebook, Shamat Palihapitiya, déclare que ces outils sont en train de détruire la société. « Je me sens terriblement coupable. Nous savions que quelque chose de mauvais pouvait survenir. Je n'utilise plus cette merde et j'interdis à mes gosses d'utiliser cette merde. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes programmés. À vous de décider quand vous allez sortir de cette emprise. » Quant à Zuckerberg, le PDG de Facebook, il déclare concernant ses premiers abonnés « Ils me font confiance, ces pauvres cons. » Il y a aujourd'hui 2 milliards de pauvres cons. Par conséquent, les enfants de la Silicon Valley vont dans des écoles tech-free, telles que les écoles Waldorf, où les écrans sont interdits au moins jusqu'à 14 ans. Les créateurs de Facebook, Twitter, Apple et autres Instagram interdisent les tablettes et smartphones à leurs enfants et leur achètent des centaines de livres. Passons maintenant à la deuxième partie de ce livre concernant la fabrication d'écrans, esclavage moderne des enfants. En Chine, le plus gros scandale connu se nomme Foxconn, premier sous-traitant des entreprises high-tech non Apple mais également Petragon et HEG Electronics.
Des centaines de milliers d'adolescents travaillent 13 heures par jour dans des conditions carcérales. Entassés dans des dortoirs insalubres, ils sont punis, frappés. Certains passent même au suicide. Du coup, des filets ont été installés aux fenêtres pour ne pas perdre cette main-d'œuvre minutieuse, docile et bon marché. Cash Investigation avait constaté en 2014 que ces usines étaient dans la complète illégalité. Pourtant, cela continue. Un rapport parle de l'usine de Xinjiang Electronics, sous-traitant de Samsung, qui exploite des jeunes filles de 14-15 ans sans contrat de travail, subissant une discipline violente et dégradante, sans assurance maladie, alors qu'elles travaillent avec des produits chimiques dangereux, cancérogènes, pouvant entraîner également des dommages neurologiques. Des millions d'enfants massacrés au Congo par la production d'écrans. L'itinéraire des écrans destructeurs d'enfants commence en Afrique centrale. Pour un smartphone, il faut une quarantaine de métaux, dont coltan, cobalt, étain, manganèse, or, tungstène, etc. Le Congo détient une grande partie de réserve de ces minéraux et est le seul à avoir du cobalt. Pour les extraire, des enfants à partir de 4 ans sont exploités et exterminés progressivement. Certains meurent de maladies pulmonaires à cause des poussières toxiques, d'autres souffrent de troubles neurologiques, et pour d'autres, c'est la mort dans les éboulements. Tête broyée, poitrine enfoncée. On les appelle les morts fantômes. Ils ne laissent aucune trace. On les surnomme les hiboux, car ils vivent dans le noir des tunnels et ne dorment pas, parfois pendant 2 ou 3 jours. Ils portent des sacs de 20 à 40 kilos. Le calvaire des garçons s'accompagne du calvaire des filles, puisque, pour un creuseur, il y a une enfant prostituée autour des mines. Pour l'UNICEF, en 2014, c'était 40 000 enfants qui travaillaient dans ces mines de la honte. Ils sont aujourd'hui plus de 150 000, car la production ne cesse d'augmenter. Pour pouvoir garnir le sapin de Noël de nos enfants occidentaux, des enfants et adolescents sont maltraités et meurent dans des conditions effroyables. Cela dure depuis la fin des années 90. De nombreuses enquêtes convergent et en ont informé les dirigeants de tous les pays et les firmes de la Silicon Valley. Mais rien ne change. Pour preuve, nos chers dirigeants complices de ce massacre ont décidé que tout le monde devrait avoir une voiture électrique en 2035, alors qu'une batterie de voiture électrique demande 4 à 8 kilos de cobalt, contre 5 à 10 grammes pour un téléphone et 30 grammes pour un ordinateur. C'est tout simplement criminel. À nous de boycotter ces véhicules tachés de sang. Mais nous ne sommes pas au bout de l'horreur. Au-delà de l'exploitation et la mort de tous ces enfants creuseurs, une guérilla armée par nos États et nos grandes entreprises fait rage entre le Congo et les États voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda, qui veulent leur part du gâteau. Ils pillent, mais pire que tout, ils pratiquent un génocide lent et immonde. Les femmes et les petites filles sont violées en masse, puis mutilées, afin qu'elles ne puissent plus se reproduire, afin de disloquer les familles, briser les traditions communautaires et détruire le tissu social, raison d'être d'un groupe humain, et parfois l'éradiquer complètement pour s'approprier leurs terres. Même des bébés de 0 à 5 ans sont mutilés ainsi, périnées éclatées, fillettes éviscérées, vulves scalpées, utérus arrachés, baïonnettes enfoncées, balles tirées dans l'appareil génital. Génocide par l'impossibilité de se reproduire. Certains observateurs déclarent « Chaque coup de téléphone porte la trace d'un viol ». Le nombre de morts au Congo est estimé entre 5 et 10 millions de personnes, dont une majorité d'enfants. Fabien Lebrun nous partage une partie de la déclaration du docteur Denis Mukwege à l'occasion de son prix Nobel de la paix. L'abondance de nos ressources naturelles, or, cobalt, coltan et autres minerais stratégiques alimente la guerre, source de violence extrême et de la pauvreté abjecte au Congo. J'ai moi-même un smartphone qui contient des minerais qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par de jeunes enfants victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En utilisant votre smartphone, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. Fermer les yeux devant ce drame, c'est être complice.
Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons sont violés de façon cruelle. Le peuple congolais est humilié, maltraité et massacré depuis plus de 2 décennies, au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Fin de citation. Le livre nous emmène désormais sur le plan des écrans déchets, enfants déchets, et catastrophes écologiques, où de nouvelles horreurs nous attendent. De notre point de vue, nous pestons déjà sur l'obsolescence programmée de nos appareils. Une moyenne de 2 ans pour un smartphone, 4 pour un ordinateur portable. Difficilement réparables, et quand nous arrivons à faire durer plus longtemps nos appareils, ils deviennent obsolètes et ne peuvent plus fonctionner avec toutes les applications. Dans un premier temps, nous pestons pour notre porte-monnaie. Et lorsque l'on vient de réaliser tout ce qui a été dit précédemment, c'est une nausée qui nous vient. Car en permettant à nos appareils de durer plus longtemps, les criminels de la Silicon Valley auraient besoin de moins de minerais et moins d'enfants seraient exploités et massacrés. Car c'est évidemment sciemment que nos appareils sont peu robustes et si difficilement réparables. Mais nous découvrons maintenant que nos appareils obsolètes sont envoyés illégalement en Afrique ou en Asie. 50 millions de tonnes de DEE, déchets d'équipements électriques et électroniques, jonchent certaines villes portuaires des pays pauvres. La Convention de Bâle de 1989 interdit strictement l'exportation de ce type de déchets. Pourtant, un système mafieux réalisé à l'aide de sociétés écrans permet à des déchets électroniques de l'institution française, tels que les hôpitaux ou les universités, de se retrouver à l'autre bout du monde. Là encore, ce fait est connu depuis plus de 20 ans. Mais les enfants de ces dépotoirs continuent de mourir à force d'inhaler des produits toxiques, en grattant ou en brûlant les déchets pour récupérer les métaux précieux. Pour les seigneurs du numérique, le recyclage n'est pas rentable. Ils préfèrent investir dans la manière de mieux contrôler les enfants occidentaux. Plus d'1 million de personnes travaillent dans ces décharges et meurent très rapidement de maladies telles que le saturnisme, la leucémie, les cancers, etc. Pour couronner le tout dans une période où on nous parle hypocritement d'écologie, nouveau prétexte au contrôle des populations, cette pollution se propage dans le sol et la mer. De l'encre et des acides se déversent dans la terre. L'eau charrie vers la mer des cadres plastiques. Les pêcheurs ne trouvent plus de poissons. Tout est mort. Le plomb, le cadmium, le chrome et l'arsenic contenus dans un seul écran plasma polluent 50 mètres de terre pendant 30 ans. Une bombe environnementale. Ces zones sont parmi les plus polluées de la planète. Si nos dirigeants étaient vraiment intéressés par l'état de notre planète, ils stopperaient ce scandale. Alors, quand je repense au nombre de morts Covid scandés à la télé chaque soir par nos croque-morts du gouvernement et leurs homologues des autres pays occidentaux, à quel moment vont-ils parler du nombre d'enfants morts au Congo, du nombre de petites filles violées et mutilées? Quand vont-ils parler des épidémies de maladies liées à l'esclavage de ces enfants et à la pollution de nos déchets? Quand vont-ils parler de l'épidémie de baisse de niveau intellectuel de nos enfants, de pornographie infantile, de formatage qui emmène nos enfants à être des enfants robots, enfants écrans, puis humains écrans? Peut-être tout simplement ne le feront-ils jamais, parce que c'était leur objectif, et qu'après 20 ans d'écran à haute dose, l'humain était prêt à tout accepter, à ne plus réfléchir ni réagir. Fabien Lebrun cite cette phrase d'Hannah Arendt. « Le totalitarisme ne tend pas vers un règne despotique pour les hommes, mais vers un système vers lequel les hommes sont superflus. Le pouvoir total ne peut être achevé et préservé que dans un monde de réflexion conditionné, de marionnettes, ne présentant pas la moindre trace de spontanéité. » D'ailleurs, dans cette pseudo-crise sanitaire, le grand gagnant, c'est bien l'écran. Qu'on ne me parle plus de Bill Gates, le philanthrope qui offre des vaccins aux pays pauvres. Il est parfaitement au courant de ce qu'il se passe au Congo et dans les décharges de déchets à travers l'Afrique et l'Asie. Mais cela l'importe peu. Ce n'est pas de vaccins dont ont besoin ces enfants, mais de dignité et d'humanité. Alors à la question « Que faire ?», Fabien Lebrun répond à travers Arendt. Il n'est pas nécessaire d'être méchant pour faire le mal. Il suffit de ne rien dire. Par conséquent, parlons-en autour de nous. Faites circuler cette bulle
offrez ce livre. Et puis apprenons à devenir acteurs responsables. Pas de télé avant 6 ans, pas de smartphone avant 14 ans, de la même manière que nous ne leur proposons pas d'alcool avant 18 ans. Puis ensuite, un temps limité. Limitons le nombre de télés dans un foyer, achetons d'occasion, faisons réparer plutôt que de vouloir le dernier cri. Cela jouera et sur nos enfants et sur ceux de l'autre bout du monde. Moins de cobalt à extraire, moins d'écrans à assembler et moins de déchets. Il y a également un Fairphone qui semble attacher de l'importance à l'éthique au niveau de la rémunération des travailleurs et des matériaux et qui propose un téléphone totalement réparable soi-même. Je n'ai là encore aucun conflit d'intérêt sur ce point, mais cette option me semble moins pire et plus responsable que de nourrir les géants qui s'en lavent les mains. Et puis bien sûr, harcelons nos députés de courriers, mails et rendez-vous afin de protéger nos enfants de cette lobotomie. Et nos députés européens, afin que plus aucun déchet ne finisse dans les décharges d'Afrique et d'Asie et que le massacre cesse au Congo. Ils veulent également nous forcer à aller vers les voitures électriques, ce qui augmenterait considérablement le massacre des enfants congolais et ne ferait que déplacer la pollution, car une voiture électrique en France est une voiture nucléaire, en Allemagne, c'est une voiture au charbon et aux USA, c'est une voiture au pétrole. Donc n'oublions pas notre pouvoir, celui de dire non par un boycott ferme. À bientôt pour plus d'éveil.